Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de la chanson de Thibaut de Champagne « Je suis comme la licorne » tiré d'une poésie amoureuse, courtoise, traditionnelle du XIIIe siècle. Le texte est un extrait, il s'agit de la première strophe uniquement de la chanson et elle est constituée donc d'un neuvain en octosyllabes. Il s'agit ici d'une traduction, mais je ferai référence ponctuellement à la version originale lorsque des effets de sens seront intéressants. Thibaut IV de Champagne ou Thibaut Ier de Navarre, c'est la même personne, est un seigneur puis un roi, mais aussi un poète. En l'occurrence un trouvère puisqu'il s'exprime en langue d'oïl, qui sont donc les langues françaises du nord de la France au Moyen-Âge. Dans ce texte, qui date de 1238, le poète va raconter une histoire d'amour malheureuse en prenant comme support l'histoire d'une chasse à la licorne. Je passe ainsi à la lecture du texte. Je suis comme la licorne, troublé de contempler la jeune fille qui l'enchante, si joyeuse de son supplice que, pâmée, elle tombe en son giron, et qu'alors on la tue par trahison. Moi aussi, m'ont tué de même façon amour et madame, oui, c'est vrai. Ils ont mon cœur que je ne puis reprendre. La comparaison initiale dès le vers 1 va amener de manière traditionnelle la thématique amoureuse, mais aussi de manière moins traditionnelle, par l'image de la chasse, une tonalité beaucoup plus triste, voire mortifère. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante, quel usage le poète fait-il de cette comparaison avec la licorne ? Pour répondre à cette question, je traiterai mon texte en 3 parties. Une première de la ligne 1 à 3, dans laquelle nous aurons la comparaison initiale et ses corollaires. Ensuite, de la ligne 4 à 6, dans laquelle va se dessiner le piège des chasseurs. Et enfin, l'explicitation de la métaphore du vers 7 à 9. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre dès le premier vers sur une comparaison, grâce à l'outil comparatif « comme ». Cette comparaison met en lien le « je » qui représente le poète, ainsi un homme donc, et une licorne, un animal légendaire qui possède un certain nombre de caractéristiques. C'est donc un cheval avec une corne unique au milieu du front, d'où le terme en ancien français, unicorne, animal caractérisé par sa pureté, puisque effectivement il semble pouvoir n'être approché que par les filles vierges. Il est ainsi une image de la chasteté. On en voit une représentation relativement connue avec la tapisserie de la dame à la licorne par exemple. Cette comparaison amène donc un premier trouble dans le sens où sont comparés un élément masculin, le je, le poète, et un élément féminin, la licorne. Cette problématique du genre du mot amenant une certaine indécision et des problèmes de compréhension dans la suite du texte, puisque les mots féminins devront être interprétés comme attribués au poète. Ainsi, par exemple, l'accord du participe passé troublé attache bien l'adjectif à la licorne. Le mot troublé, qui appartient au vocabulaire amoureux, est relativement traditionnel et se double ici du verbe contempler, qui comporte un aspect religieux, là aussi traditionnellement lié à l'aspect amoureux, le poète idolâtrant la femme aimée. Simplement, il y a déjà un premier élément inquiétant, dans le sens que la contemplation, étymologiquement, est un espace de divination, donc qui permettrait de voir l'avenir. Mais comme cette divination est troublée, eh bien, l'avenir est incertain. La licorne donc contemple la jeune fille qui l'enchante. On est dans la représentation d'un tableau très traditionnel pour le Moyen-Âge. La jeune fille, ou comme on le voit en version originale, la pucelle, est effectivement une fille vierge qui va donc attirer la licorne. Le choix du verbe enchanter, qui relève évidemment du vocabulaire amoureux, introduit néanmoins la notion de magie et par là même l'idée d'une soumission de la licorne. Cette soumission va pouvoir s'expliciter dans le renversement grammatical, puisque l'on passe de la licorne sujet, la jeune fille objet, à qui, pronom relatif reprenant la jeune fille sujet, et le L', pronom complément d'objet direct, qui reprend la licorne. Ainsi, les rôles grammaticaux vont s'inverser par le biais des pronoms. On assiste donc à la fois à un parallélisme, on a sujet-complément, mais aussi un chiasme, licorne, jeune fille, licorne. À travers ce jeu complexe, va se dessiner justement l'image, le reflet d'une réalité par une autre. De la même manière que le pronom reflète le nom, l'histoire de la licorne et de la jeune fille doit refléter l'histoire du jeu introduit par la comparaison.
Il s'agit bel et bien d'une histoire d'amour, comme le montre le contre-rejet, troublé de contempler la jeune fille, mais un amour troublant, enchanteur, peut-être porteur d'une notion plus inquiétante. Cela se confirme sur la partie 2, qui s'ouvre sur une oxymore, joyeuse de son supplice. Cette oxymore est relativement traditionnelle dans la poésie courtoise, elle est donc bien une représentation de l'amour, comme va venir le confirmer les rimes embrassées des 4 premiers vers en version originale. L'intensif, si joyeuse, accentue encore la valeur de l'amour de la licorne pour la jeune fille. Mais cet intensif introduit surtout un consécutif, elle est si joyeuse qu'elle tombe en son giron. Ici, l'idée de pâmoison est révélatrice de l'amour, de même que l'endroit dans lequel elle tombe, à savoir le giron, sur les genoux de la jeune fille. Simplement, l'idée de tomber introduit là encore une notion inquiétante qui sera confirmée par le dernier vers de cette partie, qui introduit une rupture à la fois temporelle, avec le alors, mais aussi thématique, avec le verbe tuer. Il ne s'agit plus ici d'amour, mais bien de chasse et bien de meurtre. Cette mort par trahison révèle alors le piège tendu à la licorne par la jeune fille. Le fait de faire rimer trahison avec giron métamorphose le lieu de l'amour en un lieu de la mort et le supplice amoureux devient un supplice réel. Ainsi, le giron, placé à la rime entre supplice et trahison, va révéler le piège mortel qu'il constitue. On notera l'indéfini, on la tue, qui accentue cet effet de trahison par l'effet d'indistinction du traître. Je passe ainsi à ma dernière partie, dans laquelle va s'expliciter la métaphore, puisqu'en effet la comparaison initiale va se filer en une métaphore générale qui devient représentative d'une réalité vécue par l'auteur, comme le montre l'adverbe aussi et le complément circonstanciel de manière, de même façon, qui vont accentuer la répétition du verbe tuer, une fois au présent, au vers 6, une fois au passé composé, au vers 7. On passe d'une action en cours à une action passée. La position sujet de la première personne, je, au vers 1, va ainsi se métamorphoser en une position objet, puisque le M' est bien un pronom COD. Les vrais sujets de ces vers-ci seront l'amour et la dame, qui vont être responsables de la mort du poète. Le redoublement de l'histoire, une fois imaginaire, une fois réel, va être confirmé à nouveau par la locution « c'est vrai », qui explicite la réalité de la deuxième histoire et qui explicite donc le principe de comparaison. De la même manière, comme les vers 2 et 3 étaient constitués en contre-rejet, les vers 7 et 8 vont être constitués, cette fois-ci en rejet, inversant l'image du début du texte. Le texte fonctionne ainsi en miroir. L'histoire imaginaire, celle de la licorne, reflète en réalité une histoire bien réelle, celle de la trahison du poète par la dame qu'il aime. Cette solitude dans laquelle il tombe, qui était annoncée par le choix de la licorne, de l'unicorne, va être explicitée aussi par le système de rime, puisqu'en effet, le vers 7, en version originale, est le seul vers qui ne rime avec aucun autre. C'est le vers dans lequel le moi apparaît, et ce moi est seul dans le système de rime. Le dernier vers va conclure ainsi par le vol du cœur. On observe toujours la position de sujet pour l'amour et la dame, la position d'objet pour la première personne à travers le possessif mon. Et même si effectivement on a une première personne du singulier je en position sujet, je ne puis reprendre, non seulement il dirige une proposition niée, mais en plus une proposition subordonnée. Ainsi, il est bel et bien subordonné à sa dame qui le nie lui-même. Le piège et la trahison vont ainsi être explicités dans la dynamique des rimes, puisque si l'on regarde en version originale, on voit bien que le vers solitaire va être encadré par 2 systèmes de rimes suivis, giron, trahison, voir, ravoir, qui vont l'encadrer, l'enfermant ainsi dans sa solitude. Quel usage le poète fait-il de sa comparaison avec la licorne ? Tout d'abord, nous avons vu que la comparaison initiale allait permettre une métaphore filée dont l'explicitation finale permet d'identifier la chasse à la licorne d'une part et l'histoire d'amour malheureuse du poète d'autre part. Cela va se manifester par tout un système de miroirs qui vont accentuer le reflet du réel dans l'irréel, l'histoire du poète se voyant dans l'histoire de l'animal. De là alors les interactions constantes des champs lexicaux de l'amour et de la mort, qui sont typiques de la thématique de la chasse amoureuse, vont se résoudre dans l'image de la licorne, à la fois figure de pureté amoureuse et animal que l'on chasse.
Ainsi, le choix de la licorne ou de l'unicorne en version originale permet d'annoncer un certain nombre d'éléments qui vont être filés dans le poème. La solitude finale, matérialisée dans la versification de la version originale. Elles vont permettre aussi de justifier la thématique de la chasse amoureuse, mais aussi d'illustrer le principe même de la métaphore, l'irréel qui représente le réel. Et on pourrait aller jusqu'à dire qu'elle aurait un aspect ironique grâce à la problématique du genre. C'est effectivement la licorne qui perd son cœur. Comme d'habitude, ce sont les jeunes filles qui sont séduites puis abandonnées. Pour une fois, la situation s'inverse. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles dans la première phrase. Cette première phrase s'étend des vers 1 à 6. Nous allons commencer par définir la notion. Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles sont avant tout des propositions subordonnées. Ça veut dire un ensemble de mots organisés autour d'un verbe, conjugué ou non, qui est dépendante d'une proposition principale qu'elle complète et par laquelle elle a son sens. En tant que subordonnée conjonctive, elle complétera forcément elle-même un verbe dans cette proposition principale, et en tant que circonstancielle, elle occupera une fonction complément circonstanciel qu'il faudra élucider. Nous en avons deux exemples ici. La première est le système comparatif autour de joyeuse. Si joyeuse, qu'elle tombe en son giron. En effet, le « que » ici est bien une conjonction de subordination qui va introduire une proposition, elle tombe en son giron, qui complète la principale « si joyeuse que ». On serait ainsi dans un cas très particulier, puisque la proposition « que Paméelle tombe en son giron » occupe effectivement la fonction complément circonstanciel de conséquence, mais ici, elle compléterait un adjectif plutôt qu'un verbe. Il s'agit donc d'un cas particulier dépendant de la construction comparative de l'adjectif. Deuxième cas, on retrouve le Q apostrophe, donc le que et l'idée comme conjonction de subordination, qui introduit la proposition « on l'a tue par trahison », qui peut être analysée de deux manières. Première manière, l'adverbe « alors », qui est un adverbe temporel, amènerait à l'interpréter comme un complément circonstanciel de temps, ce qui pourrait éventuellement se justifier. Simplement, le retour du « que » et surtout la présence d'une conjonction de coordination « et » amènerait à mettre en parallèle le « que » du vers 5 et le Q apostrophe du vers 6. Or, les conjonctions de coordination ne peuvent coordonner que des structures syntaxiques de même fonction. Donc ici, on serait obligé, malgré l'adverbe temporel, de postuler qu'il s'agit, là encore, d'une proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de conséquence.